Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu différents outils statistiques pour mesurer les inégalités, puis nous avons vu qu'il existait une grande diversité d'inégalités à mesurer. Des inégalités aussi bien économiques, comme les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine, que sociales, comme les inégalités de santé, d'éducation, etc. Dans cette vidéo, nous allons notamment mettre en œuvre certains outils que nous avons vus dans les premières vidéos et étudier l'évolution des inégalités. Allez, c'est parti! On va commencer par étudier l'évolution des inégalités de niveau de vie. Mais avant de le faire, deux petites précisions. Première précision, sur la question du niveau de vie. Le niveau de vie, c'est globalement la même chose que le revenu, à une exception près. Le niveau de vie permet de prendre en compte la taille du ménage, le nombre de personnes dans le foyer. Donc en gros, pour calculer le niveau de vie d'un ménage, vous allez additionner l'ensemble des revenus de ce ménage et vous allez, c'est pas exactement ça, vous allez diviser par le nombre de personnes. En réalité, vous allez diviser par le nombre d'unités de consommation, ce qui permet d'avoir des pondérations, de ne pas compter une personne adulte comme une personne, comme un enfant ou un adolescent, et éventuellement de se dire que deux personnes qui vivent en couple, elles vont avoir des besoins qui sont un peu plus faibles qu'une personne célibataire, notamment en termes de logement. Vous avez besoin de moins d'espace parce qu'il y a des parties qui sont communes. Si vous êtes deux personnes célibataires, vous allez avoir besoin de deux cuisines. Si vous êtes deux personnes en couple, vous allez avoir a priori besoin d'une seule cuisine, une seule salle de bain. Donc il y a des petites économies qui sont faites comme ça. Mais globalement, voilà, le niveau de vie, c'est le revenu, tous les revenus du ménage divisé par le nombre de personnes, plus exactement par le nombre d'unités de consommation dans le ménage. Deuxième petite précision, sur l'indice de Gini, donc ça je vous ramène à la deuxième vidéo de ce chapitre. L'indice de Gini, c'est un indice qui est calculé à partir de la courbe de Lorenz. Plus sa valeur est faible, plus les inégalités sont faibles. C'est assez simple, il est entre 0 et 1, plus on est proche de 0, plus les inégalités sont faibles, plus il est proche de 1, plus les inégalités sont fortes. On se rend compte en l'occurrence, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, quand on étudie l'évolution de l'indice de Gini en France, que les inégalités de niveau de vie ont baissé depuis les années 1970, et notamment elles ont drastiquement baissé entre les années 1970 et la fin des années 1990. Cependant, depuis la fin des années 1990, période sur laquelle on zoome ici, on se rend compte que les inégalités ont plutôt tendance à augmenter de façon peut-être pas très régulière, mais il y a une claire augmentation des inégalités depuis cette période qui n'a certes pas totalement compensé la baisse des inégalités qu'on observe depuis les années 1970. Donc globalement, on voit quand même toujours une baisse des inégalités si on compare la fin des années 2010 aux années 1970, mais quand même, sur la période fin des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a clairement une augmentation des inégalités. Autre outil de mesure des inégalités de revenus et de niveau de vie, le top 1%. Donc je rappelle, le top 1%, c'est à quel point les richesses sont concentrées dans les mains des 1% les plus riches. Là, en l'occurrence, sur l'ensemble des revenus qui sont gagnés dans un pays, quelle est la part qui est détenue par les 1% les plus riches? Et donc, on voit que, par exemple, en France, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 10%, peut-être 11% du revenu national qui est concentré dans les 1% les plus riches. Donc, c'est quand même 1% de la population détient 11% des revenus. Donc là, vous voyez bien quand même le décalage. Certes, 11%, c'est peut-être pas très important, mais c'est quand même juste pour 1% de la population. Donc, on voit le décalage qui est assez net. Quand on étudie, ce qui nous intéresse ici, l'évolution des inégalités de revenus, globalement, plus ces 1% les plus riches détiennent une part importante de la richesse, plus les inégalités sont fortes. On se rend compte que, à nouveau, on voit bien cette baisse des inégalités. Alors là, on a une échelle temporelle qui est un peu plus large. Si on prend depuis le début du XXe siècle, on voit une baisse qui est surtout marquée en fait à la moitié du XXe siècle, qui peut correspondre notamment à une réduction d'inégalités du fait des guerres mondiales. Et on retrouve quand même, à partir des années 1980-1990, une augmentation des inégalités, qui n'est certes pas aussi marquée que la baisse qu'on a pu observer auparavant, mais on retrouve quand même cette augmentation des inégalités. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de constater que, globalement, ce mouvement
forte baisse des inégalités de revenus, notamment pendant la première moitié du XXe siècle et à partir de la fin du XXe siècle, à nouveau augmentation des inégalités de revenus, il s'observe dans tous les pays développés d'Europe et les États-Unis. Cependant, on peut observer, selon les pays, des différences dans la chronologie et surtout dans l'amplitude de la baisse ou de l'augmentation des inégalités. Surtout quand on compare l'évolution des inégalités aux États-Unis par rapport aux pays européens, on voit que la baisse des inégalités a été plus faible pendant la première moitié du XXe siècle et que par contre l'augmentation des inégalités à la fin du XXe siècle a été plus importante avec du coup des inégalités qui sont aussi fortes aujourd'hui qu'elles l'étaient au début du XXe siècle. Donc bonjour le progrès social. Après avoir étudié l'évolution des inégalités de revenus, on peut rester dans le domaine des inégalités économiques et s'intéresser maintenant à l'évolution des inégalités de patrimoine. En l'occurrence, sur ce graphique, vous avez à nouveau le top 10%, cette fois-ci pour le patrimoine. Donc en gros, la part du patrimoine total qui est détenue par les 10% les plus riches. Vous avez la part du patrimoine total qui est détenue par les 50% les plus pauvres et la part du patrimoine total qui est détenue par les 40% entre les deux, ce qu'on peut grossièrement, en tout cas dans ce contexte-là, assimiler aux classes moyennes. Et quand on observe cette évolution, on se rend compte que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus marquées et beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus, puisque, en l'occurrence, pendant quasiment tout le 19e siècle, les 10% les plus riches détiennent à eux seuls 80% de l'ensemble du patrimoine. 80% des richesses possédées par les Françaises et les Français étaient dans les mains des 10% les plus riches. Et à l'inverse, les 50% de la population les plus pauvres n'avaient quasiment pas de patrimoine, une part négligeable. Cela change cependant au cours du XXe siècle. On voit clairement une baisse à partir du début du XXe siècle pendant toute la première moitié et une chute nette de la part du patrimoine détenu par les 10% les plus riches, justement au cours des années 1960. Cette baisse de la part du patrimoine total détenu par les 10% les plus riches correspond certes à une augmentation de la part du patrimoine détenu par les 50% les plus pauvres, qui réussissent à avoir, en tout cas dans les années 1990, à peu près 10% de l'ensemble du patrimoine, mais ça correspond surtout à une augmentation du patrimoine des 40% intermédiaires, donc ce qu'on peut appeler les classes moyennes, qui arrivent du coup à partir des années 1960 et ensuite ça reste stable, à avoir environ 40% de l'ensemble du patrimoine. Attention cependant, quand on voit les deux courbes assez proches, il faut cependant ne pas oublier que là vous avez 40% de la population, là vous avez 10% de la population, donc 4 fois moins de personnes. Donc même si on avait des valeurs qui étaient identiques, il y aurait quand même des inégalités puisque voilà, vous avez 10% de la population qui détiendrait, et qui en l'occurrence détiennent plus que 40% de la population. D'ailleurs, ça se voit bien quand on voit les chiffres correspondant au patrimoine net moyen par adulte, puisque pour les 10% les plus riches, on est au-dessus du million, alors que pour les 40% de classe intermédiaire, classe moyenne, on est à un peu moins de 200 000 euros par personne, et pour les 50% les plus pauvres, on est à seulement environ 25 000 euros par personne. Petite précision d'ailleurs, quand dans un graphique comme celui-là, vous avez plusieurs informations, notamment vous avez plusieurs indicateurs qui sont représentés. En l'occurrence, vous avez donc la part du patrimoine détenu par telle ou telle partie de la population et le patrimoine net moyen par adulte dans telle ou telle catégorie, avec là la moyenne pour l'ensemble de la population. Il faut clairement mettre en relation et mettre en perspective les différents indicateurs, notamment, comme je l'ai fait, dire que certes, on a l'impression que les deux courbes sont très rapprochées, donc la courbe verte et la courbe bleue, sont très rapprochées, et que peut-être que les égalités seraient assez faibles, mais qu'en réalité, puisque ces courbes ne font pas référence à des groupes de la même taille, quand on étudie le patrimoine net moyen par adulte, on voit que les égalités sont très importantes.
Ce qui peut être intéressant ensuite, c'est de zoomer au sein des 10% les plus riches et de voir comment expliquer l'évolution des inégalités. Et ce qu'on observe justement, quand on entre un peu plus dans le détail, c'est que l'évolution des inégalités, en l'occurrence du patrimoine détenu par les 10% les plus riches, donc avec un niveau qui est à peu près stable au cours du 19e siècle et qui baisse au cours du 20e siècle, notamment à partir des années 1960, ça s'explique surtout par l'évolution de la part du patrimoine détenu par les 1% les plus riches. Que finalement, la part du patrimoine détenu par les 9% qui sont donc entre les 9 points de pourcentage qui sont entre les qui font partie des 10% les plus riches mais qui ne font pas partie des 1% les plus riches, cette part-là est restée à peu près stable. À nouveau, restez prudent par rapport à ce que les courbes peuvent vous indiquer. Parce que là, on pourrait avoir l'impression que ces 9 points de pourcentage, c'est 9% de la population, ce petit groupe intermédiaire au sein des plus riches, a plus de patrimoine que les 1% les plus riches. Parce que la courbe bleue passe au-dessus de la courbe verte. Mais à nouveau, là, vous avez, pour la courbe bleue, 9% de la population. Alors que pour la courbe verte, vous avez qu'1% de la population. C'est-à-dire que vous avez 9 fois plus de personnes qui se partagent tout le patrimoine détenu sur la courbe bleue par rapport aux personnes qui se partagent le patrimoine détenu sur la courbe verte. Et donc, quand on étudie à nouveau le patrimoine net moyen par adulte, on voit bien qu'en réalité, il est beaucoup plus fort pour les 1% les plus riches, puisqu'on est à quasi plus de 4,5 millions d'euros par personne, alors que pour ces 9% de la population au sein des plus riches, mais qui ne font pas partie des plus riches, un petit peu difficile de présenter correctement ces données, j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Cette partie de la population, en moyenne, n'a que à peu près 700 000 euros par personne. Alors, 700 000 euros par personne, c'est déjà très bien, c'est un patrimoine qui est très confortable, mais on voit quand même la différence entre 700 000 euros et 4 millions. Si on doit faire la synthèse, on peut donc dire qu'on observe une diminution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle, malgré une augmentation depuis les années 1980 à 1990, avec quand même un effet correcteur de la crise de 2008, plus exactement en tout cas qui se fait sentir en France aux alentours de 2011, comme on peut le voir ici sur le graphique. Évidemment, on peut s'intéresser à d'autres types d'inégalités que les inégalités économiques, que ce soit des inégalités de revenus ou des inégalités de patrimoine. On peut aussi essayer de voir comment les inégalités sociales ou socio-culturelles ont évolué. Mais les données sont quand même un peu plus rares, plus difficiles à trouver. Si on regarde par exemple sur l'inégalité de santé, on compare les différences d'espérance de vie. On prend l'espérance de vie à 35 ans puisque cela permet de mieux prendre en compte l'effet de la profession sur la santé, et pas juste l'effet de l'origine sociale. On se rend compte que finalement l'écart entre l'espérance de vie des cadres et des ouvriers est resté relativement stable aux alentours de 6 ans, peu importe la génération. Globalement, l'espérance de vie a augmenté pour tout le monde dans les mêmes proportions, donc l'écart est resté relativement stable. Même chose aussi si on s'intéresse aux femmes, on voit déjà, ce qui est quand même notable, que l'espérance de vie, même pour les femmes ouvrières, est plus importante que pour les hommes, même les hommes cadres, et que l'écart est plus mince, puisque au lieu d'avoir un écart de 6 ans entre les femmes cadres et les femmes ouvrières, on a un écart plutôt de 3 ans. Mais cet écart est resté relativement le même entre 1976 et 2013. En dehors des inégalités de santé, on pourrait aussi s'intéresser aux inégalités d'éducation. Et sur ce, je vous renvoie à la vidéo du chapitre sur l'éducation et sur l'école correspondante. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.